Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Musy, un entrepreneur qui transcende les étiquettes conventionnelles. Malgré une adolescence compliquée, et me dire c'est la dernière fois que je me fais vomir, et me le promettre, et en fait me retrouver 5 heures plus tard à être en train de refaire la même chose, comme s'il y avait différentes parts de moi qui prenaient le contrôle. Julien a surmonté des épreuves difficiles, des périodes de solitude profonde, cherchant en vain des solutions. Tous ces symptômes, j'ai essayé d'éradiquer à travers des pansements, des techniques, j'avais essayé de l'hypnose, j'avais essayé le MDR, j'avais essayé de la méditation, j'avais plein de choses, de thérapie brève, de coaching qui existent et qui existaient déjà, et rien n'avait marché. Comment s'en est-il sorti ? Sa résilience l'a propulsé vers une carrière atypique, allant du tennis professionnel au blogging de pâtisserie et au business où il est devenu millionnaire. J'ai généré 10 millions en 4 ans en partant de zéro. Julien nous offre un témoignage captivant, mettant en lumière le fait que l'argent seul ne procure pas le bonheur. Fasciné par la compréhension du fonctionnement humain, il partage des perspectives uniques. C'est-à-dire que tout ce qu'on perçoit comme manquant dans notre vie devient une valeur. Donc, à partir du moment où je remplis le vide, il y a de grandes chances que la valeur disparaisse avec, puisque quelque chose a de la valeur quand je le perçois comme vide. Au cours de cette conversation, Julien explore des sujets passionnants, tels que les valeurs, les perceptions, et offre des conseils précieux sur la façon de transcender les schémas bloquants, évitant ainsi la poursuite de fantasmes vides de sens. Cette discussion est un véritable coaching personnel que tu vas vivre. N'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un commentaire, et sur l'Instagram Osez by Nico, tu trouveras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Julien, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va très bien, merci. Ça me fait plaisir de t'avoir ce matin, de bon matin, j'ai envie de te dire. Il est même un peu tôt, pour moi, même si je suis assez matinal, j'avoue là le petit 9h pour faire l'interview, mais au moins focus, direct. Et ça me fait plaisir de te rencontrer parce que je te connais depuis maintenant pas mal d'années. J'ai vu ton évolution et je sais que justement, même pour toutes les personnes qui nous écoutent, tu es une preuve qu'on peut changer de domaine à 180 degrés régulièrement en se remettant en question, en se posant les questions qu'est-ce qui fait sens, et que finalement, quand je vois un peu par où t'es passé, l'impossible pour toi n'existe pas. Tu vois, je sais pas si ça te parle déjà ce côté impossible. Non. Je t'explique pourquoi. Moi, dans le mot impossible, j'ai souvent ce truc connoté un peu de faire des grandes choses et tu vois, des trucs qui touchent beaucoup de personnes. Et je crois pas que ça soit vraiment mon chemin. Je crois que mon chemin, c'est au contraire plus un chemin intérieur que extérieur. Et en fait, moi, dans mon monde, impossible, c'est souvent connoté par rapport à faire des grandes choses à l'extérieur, tu vois. Mais par contre, ce que tu dis au début, je suis content que je puisse symboliser ça, tu vois, la possibilité de se réinventer. Ouais. Si, tu vois, je fais une soirée avec mes potes, et tu débarques, et je dis « Ah ouais, c'est Julien, une connaissance sur Internet. » Et forcément, mes potes « Ah ouais, salut Julien, t'es qui, tu fais quoi ?» Qu'est-ce que tu répondrais comme ça à une soirée ? Je suis très mal à l'aise en soirée. Donc, je serais sûrement assez évasif. Ok. Et je serais assez évasif et je poserais des questions et les gens ressortiraient sûrement en disant « Ah, il est intéressant », mais sans savoir ce que je fais et dans le fait que j'ai jamais parlé, tu vois. Mais parce que t'as le sentiment d'ailleurs que j'ai souvent le retour comme ça que se définir avec son métier, c'est un peu rentrer dans une case et finalement on n'est pas réellement ce qu'on est. Et surtout que toi justement, on va le voir, mais t'as un parcours qui a tellement bougé. Au final, là, si tu dois donner toutes tes casquettes à un moment donné de ta vie pour résumer qui tu es aujourd'hui... Ouais, après, je pense que je peux quand même donner des événements marquants qui permettent sûrement de comprendre un peu plus mon chemin, mon parcours. Mais tu vois, quand on me demande qui je suis ou quoi, j'ai cette sensation. Une amie, avant-hier, me disait « Et sinon, toi, ça va ?» Et je disais « En fait, soit je te dis « ça va très bien » et on passe à la suite, soit je te fais une réponse de 10 minutes pour t'expliquer comment chaque part de moi se sent, tu vois, c'est des questions qui sont très faciles en apparence, et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on répond toujours à un truc, une étiquette, quoi, un mot qui permet de clôturer la conversation, ou sinon, on est obligé de partir dans une explication de 10 minutes pour être juste, quoi.
Ouais. D'ailleurs, je déteste cette question. Ouais, je la déteste aussi. Comment ça va, et le fait d'avoir une sorte de ça va automatique où on ne s'intéresse pas du tout à l'autre quelque part. Et dernièrement, je me suis fait la réflexion. Je suis un peu dans une année chaotique. Enfin, ceux qui écoutent le podcast, je pense qu'ils l'ont pas loupé. J'en parle assez régulièrement. Mais du coup, si on me demande est-ce que ça va, la dernière fois à France 2, une collègue me dit ça. On arrivait au bureau, donc on avait 5 minutes avant d'arriver, avant d'arriver dans le bureau. Et je lui ai dit non, ça va pas. Franchement, là, non, là, on est lundi matin. Non, moralement, ça va pas. Et j'explique. Mais parce que je trouve que justement, pour créer du lien, c'est aussi être dans l'authenticité. Et c'est pas, ça va pas pour me plaindre. C'est juste pour créer un lien, parce que souvent la personne en face va aussi être beaucoup plus vraie dans sa façon de répondre que le côté un peu superficiel. Enfin, bref. Toi qui fais de la télé. Ça doit pas être. C'est pas trop autorisé à la télé de dire que ça va pas. Enfin, le présentateur doit toujours être en pleine forme apparente, non? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est vrai que même avec Faustine, qui présente l'émission, Faustine Bollaert, elle est assez honnête là-dessus, mais un vendredi soir, quand elle a enregistré 14 émissions, qu'elle est plus fatiguée, elle va le dire aux invités, même si elle a du retard, elle va s'excuser, elle va dire voilà, j'ai enregistré tant d'émissions et je suis crevée, et elle va quand même avoir cette authenticité de dire les choses. Après, on fait une émission de témoignage où justement les gens viennent se livrer. C'est la moindre des choses d'avoir une certaine authenticité des deux côtés quelque part. Enfin, j'ai connu des animateurs qui n'avaient pas du tout ça, et c'est plus compliqué en plateau. Enfin bref, du coup, toi, avec c'était quoi tes rêves quand t'étais petit? J'ai pas de rêve de quand j'étais petit. J'ai pas de rêve quand j'étais petit. J'étais très passionné par des trucs, mais je les vivais dans le présent, tu vois. J'avais pas de rêve futur. J'étais passionné de foot, j'étais passionné de tennis, j'étais très autour du sport, beaucoup de sport. Ouais, voilà, beaucoup de sport, mais sur le moment, tu vois, je me projetais pas. Et d'ailleurs, j'ai été sportif de haut niveau, on va dire, de l'âge de 10 ans à 15 ans. Je suis parti en internat très tôt. Et j'ai été champion de France à 14 ans, tu vois. Donc, j'avais tout ce qui pouvait me permettre d'envisager une carrière pro. Mais je me suis jamais projeté là-dedans, tu vois. Il y avait tu vois, quand tu fais du tennis pro, il y avait une envie de compétition tôt? Alors, je m'en souviens pas. Ce que ma mère m'a dit, c'est que je détestais perdre. Et c'est vrai que par contre, je peux me souvenir à l'âge de 5-6 ans, je joue au Monopoly, je perds, je rentre dans des rages pas possibles, tu vois. Alors que j'étais un petit garçon plutôt sympa, sage, pas trop difficile. Mais dès qu'il y avait le fait de perdre en jeu, je devenais fou, quoi. Donc sur ça, compétitif. Et puis après, au début, je jouais vraiment au tennis pour m'amuser. Et puis peu à peu, tu vois, quand tu joues bien, t'as les entraîneurs qui projettent beaucoup de choses sur toi. Enfin, quand je dis projeter, c'est peut-être les accuser de quelque chose qu'ils n'ont pas fait, mais en tout cas, tu rentres dans un univers où les gens veulent t'aider à développer le maximum de ton potentiel. Et pour ça, t'apprends que tu dois devenir très compétitif. Et moi, j'ai le souvenir dès l'âge de 12-13 ans, ne plus aimer jouer au tennis, mais être obsédé par gagner. C'est-à-dire que je ne prenais plus de plaisir en match. Par contre, je voulais continuer parce que j'adorais gagner. Enfin, donc à un moment donné, oui, la compétition a pris le dessus. En tout cas, tu as pris le goût finalement de réussite. Tu as fait du tennis pendant combien de temps? De mes 5 ans à mes 16 ans. Ah oui, pourquoi tu as arrêté? Je dirais qu'il y a différentes circonstances qui expliquent ça. Alors, en fait, j'étais entre mes 13 ans et mes 15 ans en internat. Voilà, c'était le Pôle France, c'est le centre d'entraînement national. J'ai adoré ces 2 années en internat. Et puis, l'année de mes 15 ans, j'ai fait une mauvaise année, ce qui m'a fait rentrer vivre avec ma mère. Et là, c'était pas du tout la même ambiance, tu vois. C'était pas on est ensemble, on est entre potes et on va se dépasser. C'est d'un coup, tu t'entraînes seul, tu vis ton rêve seul. D'ailleurs, c'est plus un rêve. En tout cas, tu t'entraînes seul. On va s'arrêter là. Tu t'entraînes seul et petit
petit à petit, les choses ont perdu du sens, ont perdu beaucoup de sens pour moi. Parce qu'en fait, je pense que ce qui était le plus important pour moi, c'était pas de devenir pro au tennis, c'était d'être inclus dans le groupe, d'appartenir à ce groupe qui était le Pôle France dans lequel j'étais. Et en fait, au moment où j'ai plus appartenu à ce groupe, c'est comme si le rêve s'était évaporé avec, parce qu'en fait, ce rêve, c'était un truc que j'avais plus pour appartenir à ce groupe que quelque chose de profondément intrinsèque. Tu te sentais différent quand tu étais plus jeune ? Ouais. Pourquoi ? C'est difficile, hein, comme Ouais. question. Ouais. En fait, je te dis ça parce que je le ressens. Ouais. Il y a un... Mais je me sens encore différent. Hein. Ok. Tu vois, mais ouais, je me sentais différent. L'impression de ne pas comprendre comment les autres pensent, mais pas en mode je comprends pas, en tout cas de ne pas me sentir relié à comment ils pensent, tu vois. Et ouais, et j'ai encore ça, hein. Ouais, j'ai encore ça beaucoup. Parce que tu penses que les gens pensent comment ? Et par rapport à ce que toi, du coup, tu penses ? Bah que moi, je me pose beaucoup de questions. Je remets beaucoup en question le statu quo. Je remets beaucoup en question pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi on le fait de cette manière. Et bah, c'est pas le cas de beaucoup de monde, en fait. Et ça, dans n'importe quel environnement. C'est-à-dire que même dans des environnements qui sont soi-disant des environnements qui se remettent en question, des environnements d'entrepreneurs, de dev perso, de machin. En fait, plein de fois, j'arrive dans ces groupes et puis j'ai vite la sensation que non, en fait, c'est juste un autre dogme et une autre manière de penser qu'on a communément accepté, ce qui fait une minorité et un groupe de minorité. Mais que, pour moi, il y a une vraie différence entre appartenir à un groupe de minorité ou être en train de se poser des questions, tu vois. Et je sais pas si c'est clair, mais... Si, moi, ouais. moi je comprends pas. En fait, la façon dont tu dis que tu te poses pas mal de questions, j'ai l'impression de m'être toujours posé beaucoup de questions. Ouais. Alors, peut-être pas de la même manière que Ouais, toi, ouais. évidemment, on est forcément différents, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle un petit peu. Et ce sentiment, en fait, ce qui est drôle, c'est que justement, je t'ai demandé ta date de naissance juste avant, parce que je fais de la numérologie, même pas qu'un peu, cette dernière année, et t'as du 7. Et le 7, c'est la remise en question et c'est la quête de sens constante. Ouais. Et c'est ton chiffre, l'un des principaux, finalement. Et tu l'as autant dans ta personnalité que dans la temporalité. Et la temporalité, on n'est plus sur le côté boulot. C'est-à-dire que tu es dans des cycles de vie où tu as du 7 qui est partout. Et le 7, en tout cas, après, je sais qu'on en a un peu évoqué, toi, tu n'y crois pas plus que ça. Enfin, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit que j'étais pas convaincu, mais j'étais pas non plus réfractaire. Oui. Je suis, ouais, voilà. Bah, en tout cas, le 7, qui c'est justement cette remise en question et la quête de sens, bah, tu l'as autant dans ta personnalité que dans le côté boulot. Donc j'ai trouvé assez marrant parce que dès le début, tu en parles facilement de ça. Et moi aussi, d'ailleurs, je te l'avais évoqué, puisque tu es obligé de remettre ta vie en question quand tu fais des changements de vie. Parce que là, donc après le tennis, qu'est-ce qui s'est passé Ça a été une grosse période de souffrance pour moi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'habitais dans cette rue. C'est pas vrai. Ouais, si. Ouais, c'était une grosse période de souffrance. Il y a deux choses qui ont marqué cette période de souffrance. Le premier, c'était l'alcoolisme de ma maman. Donc ça faisait 2 ans que j'étais en internat, 2 ans et demi que j'étais en internat. Et au moment où je rentre, je me rends compte qu'elle est devenue alcoolique. Donc j'ai plus la même maman, tu vois, et je vivais tout seul avec elle. Donc ça, c'était dur pour moi à comprendre. Il y avait un gros sentiment au début de tristesse, de colère, tristesse, colère, injustice, tu vois, toutes ces choses-là. Je comprends pas, tous les jours, elle me dit qu'elle me promet que c'est la dernière fois. Mais pour autant, en fait, tous les jours, on revient au même point. Ou quand je rentre, elle a bu. Et c'est ça qui a commencé à éveiller chez moi, je pense, cette profonde quête de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Parce que je sentais que ma maman était sincère. Et je pouvais sentir chaque matin sa sincérité quand elle venait me voir en pleurant, en me disant « je te promets que c'est la dernière fois ». Mais pour autant, le soir, on était toujours au même point. Et au début, tu as de la colère. Puis après, tu cherches à comprendre, en fait, comment ça se fait qu'il puisse y avoir un tel décalage entre
ce qu'on est, ce qu'on fait, et ce qu'on aimerait être et ce qu'on aimerait faire. Et moi, en parallèle, j'ai commencé à devenir extrémiste dans ma façon de m'entraîner, dans ma façon de manger, dans tous les rituels, les routines que je pouvais avoir pour pouvoir performer au maximum dans le tennis. Donc en rentrant à Paris, j'ai fait six premiers mois qui étaient exceptionnels en termes de tennis, mais complètement non écologique pour moi. J'avais perdu, je sais pas, 15 kilos, je m'entraînais comme un malade, tout ça, pour rentrer dans au bout de 6 mois, en fait, lâcher complètement et arriver un jour à l'entraînement et dire j'ai pas envie de jouer. Et j'ai mon entraîneur à ce moment-là qui me dit ok, bah tu reviens dans une semaine quand t'as envie de jouer. Puis en fait, une semaine après, il m'appelle et moi je suis toujours pas revenu parce que j'ai toujours pas envie de jouer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à arrêter le tennis, à rentrer dans un espèce de cycle très autodestructeur. J'ai perdu 20 kilos en tout, je mangeais plus, je trouvais pas de sens, je pouvais manger, me faire vomir. Voilà. Et on va dire que j'ai eu 8 ans, enfin entre mes 15 ans et demi et mes 22 ans, donc ouais, 6-7 ans, vraiment à essayer de trouver d'autres solutions. Et moi aussi être bloqué dans mes schémas où je voyais que je m'autodestruisais, mais être incapable d'en sortir, être incapable de faire autrement, et me dire bah c'est la dernière fois que je me fais vomir, et me le promettre, et en fait me retrouver 5 heures plus tard à être en train de refaire la même chose, comme s'il y avait différentes parts de moi qui prenaient le contrôle, et sur lesquelles j'avais pas le pouvoir. Et ça a été la deuxième grosse pierre qui a éveillé cette quête en moi de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Mais justement, ce que j'allais te dire, c'est quelque chose, t'en parles assez souvent, Ouais. mais de pourquoi les gens ont des rêves, ont des envies, veulent perdre du poids, réussir dans tel domaine ou faire ça, et ils savent ce qu'il faut faire, ils ne le font pas. Ouais. Ils se donnent des... là, on va arriver en janvier, il y aura les fameuses résolutions. La plupart du temps, c'est pas réellement tenu au final. Et pourquoi pourquoi Est-ce que tu as trouvé une réponse du coup? Ouais, j'ai trouvé des réponses assez satisfaisantes pour moi, même si je continuerai cette quête de compréhension toute ma vie. La première réponse que j'ai trouvée, c'est lorsque j'avais 22 ans et que j'étais à la recherche de solutions pour moi-même, tu vois. Et puis quand tu perds du poids, quand tu te fais vomir, quand toute ta vie est autour de ça, et du coup, ben, forcément, t'as pas de copine, t'as pas d'amis, c'est compliqué dans tous les domaines, ça se répercute dans tous les domaines, ce schéma d'autodestruction. Et donc, à ce moment-là, j'essaie de trouver des réponses sur comment je peux aller mieux, comment je peux arrêter de m'autodétruire, comment je peux arrêter tous ces schémas autodestructeurs, tu vois. Comment je peux avoir une copine, tu vois, parce que j'avais pas de copine forcément, et ça commençait à être pesant pour moi. J'en avais pas vraiment envie, mais je me disais putain, t'as 22-23 ans, t'as pas de copine, tu sais, tu commences à te comparer, à te dire merde. T'en avais jamais eu? Jamais plus d'une semaine, quoi. Enfin, tu sais, donc jamais quelque chose de durable. Ouais, jamais quelque chose de durable. Quelque chose où je me protégeais toujours de toute façon et je m'arrangeais pour que ça dure pas. Voilà. Donc ouais, toutes ces choses où tu veux changer des choses, tu vois, tu veux apprendre. Et un jour, je tombe sur un livre de Nicolas Proupin qui s'appelle « Devenez ce que vous êtes ». Et il écrit son histoire. Il était sportif de haut niveau. Il s'est blessé. Il a arrêté. Il a fait un master de mathématiques appliquées. J'étais en master de mathématiques appliquées au moment et tout. Et il explique que, en fait, tous ces symptômes n'étaient que des symptômes pour l'aider à réaliser une chose, que toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et au moment où je lis cette phrase, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, je comprends. En fait, je comprends que tous ces symptômes, j'ai essayé d'éradiquer à travers des pansements, des techniques. J'avais essayé de l'hypnose, j'avais essayé le MDR, j'avais essayé de la méditation, j'avais essayé des techniques de cognitivo-comportementales, bref, plein de choses, de thérapie brève, de coaching qui existent et qui existaient déjà. Et rien n'avait marché. Certaines choses marchaient 2-3 jours, mais au bout de 2-3 jours, je revenais au même point. Et en fait, ce jour-là, j'ai compris que ce symptôme et tous les symptômes que je pouvais avoir dans ma vie,
ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas à éradiquer, ils étaient au contraire à entendre pour me guider, comme une voiture qui te dit il n'y a plus d'essence, tu lui dis pas enlève ton signal, tu l'écoutes le signal et tu vas répondre au besoin qui est là. Et en fait j'ai compris à ce moment-là que tout ce que mon corps, les différentes parties de moi utilisaient comme moyen, tous ces symptômes, pour me faire comprendre que je vivais pas ma raison d'être et je vivais juste dans un espèce de script qui m'avait été dicté par la famille dans laquelle j'avais grandi, par la société dans laquelle j'avais grandi, et que j'avais jamais remis en question, en fait. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter mes études, d'arrêter mon stage de fin d'études, de ne pas prendre ce CDI qu'on m'avait proposé. Et pour la petite anecdote quand même, c'est que ce livre-là, je le lis dans l'avion pour aller au Japon. Et j'ai été sélectionné dans une émission de télé au Japon pour aller rencontrer des grands chefs cuisiniers et pâtissiers pendant un mois, parce que j'avais un blog de cuisine. C'est quand même assez marrant, entre guillemets, qu'avec les problématiques que tu avais eues sur la nourriture, que tu aies un blog. Non, c'est pas que j'avais eu, c'est que j'avais. Mais que tu avais. Mais ce qui est pas étonnant du tout, parce que tout ce dont tu te prives devient une obsession. Et donc, en me privant de manger, en me restreignant, tout ça, ça devient une obsession. Et ouais. Donc tu en crées un blog et tu pars au Japon parce que tu es sélectionné. Ouais. Et je pars au Japon et moi je venais de finir mon stage de fin d'études dans une banque parisienne. Et je m'étais fait chier à mourir pendant 6 mois et je m'étais dit putain c'est horrible. C'est horrible, mais en fait je voyais pas d'autre chemin. Tu vois, c'était... c'est pas grave, en fait c'est la vie quoi. La vie c'est tu vas travailler, tu as déjà de la chance d'avoir un bon salaire et d'avoir fait des études et tu fais partie de l'élite qui a fait des études, toutes ces choses là tu vois. Je pars au Japon et là je rencontre premier jour, on arrive, on va rencontrer le meilleur producteur de riz du Japon et on va avec l'équipe de tournage, on va cultiver le riz avec lui toute la journée et le soir il nous invite à manger chez lui. Et on arrive chez lui et il a préparé 25 plats de riz différents. C'est fait avec tellement d'amour. Tu vois, j'arrive dans cette pièce qui est très japonaise, je m'en souviens encore, tu vois, très japonaise, on mange par terre, c'est chez lui. Et il y a sa femme, il y a sa fille qui doit avoir 1 an. Et il y a cet amour qui règne dans cette pièce, tu vois, qui est difficilement descriptible, difficilement palpable, mais c'est un espace hors du temps, tu vois. Tu sens qu'il y a un soin, il y a quelque chose d'exceptionnel. Et puis... il nous explique ce qu'il a fait à manger et tout, et moi je suis touché par l'amour qu'il a mis juste pour nous faire découvrir son travail, tu vois. Je demande à la traductrice, je lui dis est-ce que tu peux lui demander s'il te plaît, Taku, il s'appelait Taku, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Et là la traductrice traduit et je le vois qui prend un temps de silence et qui est touché par la question et il a une larme qui coule sur sa joue. Et là, moi j'ai un moment un peu de gêne. Je me dis, est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Parce que je connais pas la culture japonaise, tu vois, ces choses-là. Et en fait, il répond quelque chose. Et là, la traductrice me traduit. Elle me dit, en fait, il vient de dire que pour lui, de toute façon, c'était même pas un choix. C'était ce que la vie avait demandé qu'il fasse. Et que c'était la vie qui circulait en lui qui le faisait faire ça. Et que c'était sa mission. Et que de toute façon c'était pas un choix qu'il avait fait consciemment. Et au moment où j'entends ça, je me sens à la fois inspiré et à la fois anxieux de me dire ok mais c'est hyper inspirant mais moi c'est quoi ma mission? Parce que j'avais jamais vu jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, quelqu'un qui m'avait parlé de mission. Pour moi on m'avait parlé jusqu'à ce moment-là de métier, de bien gagner sa vie, d'être en sécurité, de monter dans la hiérarchie, toutes ces choses-là. Et en fait, le soir, j'arrive, après cette discussion, on rentre à l'auberge, et après, la chose que je fais, c'est j'arrive, je me pose sur mon lit, je prends mon ordinateur et j'envoie un mail à la banque pour leur dire qu'en fait, je ne prendrai pas leur CDI en rentrant du Japon. Et à ce moment-là, je ne sais pas quelle est ma mission, mais je sais ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle n'est pas, c'est de continuer sur ce chemin. Voilà. Est-ce que c'est pas aidant de quand on ne sait pas ce qu'on veut, aller voir ce qu'on ne veut pas, pour s'approcher un peu comme une boussole finalement vers quoi on est fait quelque part?
Ouais, ça peut aider, effectivement. En tout cas, en général, dans ce chemin-là, on prend les clés qui nous sont données et on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et à ce moment-là, c'est comme si moi, j'ai confiance, tu vois. J'ai confiance que je vais trouver... J'ai confiance que je vais trouver. À cette époque-là, je pense que ma mission, elle est autour de la cuisine et de la pâtisserie. Et je me dis, ok, je vais aller travailler là-dedans. Sauf qu'en fait, quelques jours avant, j'ai lu ce livre de Nicolas Propin qui m'a dit « Toute structure qui tue pas a raison d'être s'autodétruit ». Je rencontre cette personne. Et donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'ouvre en moi, qui se détend, qui s'ouvre, un nouveau chemin qui s'ouvre. Et du coup, toutes les compulsions alimentaires que j'avais, qui étaient juste pour remplir ce vide de qu'est-ce que je fais sur cette terre, n'existent plus. Donc, je remange normalement. Et donc, comme je remange normalement, peu à peu, l'obsession pour la cuisine et pour la pâtisserie s'étend. Tu vois. Et du coup, en fait, peu à peu, je me rends compte que maintenant que je me restreins pas, ben, c'est cool de manger. Mais une fois que j'ai mangé, je pense à autre chose, tu vois. Je vais pas y penser toute la journée. Et d'un coup, ce truc-là, du coup, perd son sens. Puisque le sens de ça, c'était quelque chose qui était réprimé. Et au moment où ça n'est plus réprimé, ben, il n'y a plus de raison d'être à ça. Donc, ouais. Ah, j'adore. Non, c'est hyper intéressant. Ouais. Parce que j'ai l'impression que ça fait aussi écho des fois à mon parcours sur pourquoi à un moment donné j'ai été à fond dans l'immobilier. Pendant 4 ans, je mangeais, je dormais immobilier non-stop. Les gens ne me supportaient plus parce que je ne parlais que d'argent, d'immobilier, de rendement et de cash flow. Et pourquoi j'ai eu cette obsession? Et à un moment donné, une fois que j'ai obtenu tout est relatif, mais une assise financière beaucoup plus en sécurité que ce que j'avais avant, je me suis détourné de l'immobilier. Et c'est un peu ça. Une fois que j'ai réglé la problématique que je voulais régler en faisant de l'immobilier, ah ben ça m'intéresse plus. J'ai envie de faire autre chose. Et j'ai l'impression de voir exactement ça, quoi. Une fois que tu avais compris, bah, la pâtisserie n'était plus du tout ta priorité. Exactement. En fait, ce que j'ai découvert derrière, tu vois, en théorisant un peu ma vie et en allant me former, et il y a plein de choses que j'ai appris derrière qui m'ont permis de mettre du sens en rétrospective sur tout ce qui s'était passé en moi. C'est que chaque être humain a un système de valeurs, c'est-à-dire que quand je parle de système de valeurs, je parle vraiment de système de priorité intrinsèque, qu'est-ce qui est important pour lui. Je parle pas de valeurs du type liberté, des mots, je parle vraiment à quoi tu penses toute la journée, où est-ce que tu utilises ton temps, c'est autour de quoi tournent tes conversations. Vraiment, qu'est-ce que tu valorises vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que ta vie démontre que tu valorises? Chaque être humain a une hiérarchie de valeurs qui est inconsciente, tu vois. Et chacune de nos valeurs viennent de notre hiérarchie de vide perçu. C'est-à-dire que tout ce qu'on perçoit comme manquant dans notre vie devient une valeur. Donc, à partir du moment où je remplis le vide, il y a de grandes chances que la valeur disparaisse avec, puisque quelque chose a de la valeur quand je le perçois comme vide. Tu vois, donc par exemple, pour moi, ce qui me percevait être manquant dans ma vie à ce moment-là, ben, c'était la possibilité de manger, de me faire plaisir, de me régaler, mais de par mes restrictions, hein, tu vois. Et du coup, la valeur devenait trouver le truc qui allait me nourrir, me donner du plaisir, parce que ce truc-là n'était pas disponible par rapport à la construction psychologique que j'avais. Et après, j'ai pu l'avoir aussi avec l'argent. Derrière, un truc qui me percevait, que je percevais comme vide, c'était l'argent. En fait, je dois faire des choses pour survivre et tout. Donc, c'est devenu aussi une valeur très haute. Et puis, au moment donné où je suis arrivé à un chiffre qui était symbolique pour moi et que cet argent, il était placé, et qu'en plus, dans tout ce chemin, j'avais développé la certitude et la croyance que, en fait, je sais faire de l'argent et peu importe ce qui m'arrive, je saurais en regagner. Bah, d'un coup, ça n'est plus manquant, ça n'est plus un vide. Et si ce n'est plus un vide dans tes perceptions, ça n'est plus non plus quelque chose que tu valorises. Ouais. Alors, ce que tu dis là, je sais, ça tourne dans mon cerveau là. Je trouve hyper intéressant. Ça sous-entend du coup que les valeurs évoluent avec le temps. Bien sûr. Ah, alors c'est marrant parce que j'avais pas totalement moi je pensais qu'une fois qu'on trouvait ces valeurs, c'était un peu c'est bon, on a nos valeurs, je suis tranquille, j'ai fait le taf. Je peux continuer ma vie. Et là tu es en train de te dire que du coup, selon comment en fait tu combles ces vides et que tu te sens beaucoup plus en sécurité quelque part, tu changes de valeur. Exactement. En fait, c'est vraiment une question de perception.
C'est-à-dire que tu peux avoir des gens qui, à 100 millions, perçoivent toujours que l'argent est manquant dans leur vie. Donc ça reste une valeur. Et t'en as d'autres qui, en fait, dès qu'ils ont 2000 euros de côté, il en manque pas, tu vois. Et du coup, ça n'est pas une valeur. Donc notre hiérarchie de valeurs dépend de notre hiérarchie de perception de ce qui est manquant. Oui. Bon, oui. Là, je suis en pleine séparation après 9 ans de relation. Je suis passé d'un 60 mètres carrés haussmannien avec balcon traversant à un 17 mètres carrés. Je vois qu'il y a un problème de perception parce que je n'arrive pas à l'accepter. Et je n'accepte pas la situation. Alors qu'on me le dit en théorie, mais quand même, t'es chez toi, tu peux créer ta vie comme tu veux, c'est une renaissance. On me balance plein de choses et moi, je le vibre pas. Mais je vibre le manque. La peur, l'angoisse, l'anxiété. c'est pas aidant, mais je vois qu'effectivement, tout est qu'une question effectivement de perception. Et une fois qu'on arrive à combler et à changer sa perception, potentiellement, on change totalement sa vie, puisqu'en plus, on va mettre nos intentions ailleurs. Moi, ce que je crois, c'est... Donc, il y a cette phrase qui est aujourd'hui un des fondamentaux de la philosophie avec laquelle je travaille, tu vois, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et il y en a une deuxième que j'ai ajoutée, qui est que toute structure qui ne perçoit pas qu'il est en train de réaliser sa raison d'être s'autodétruit. C'est-à-dire que il y a effectivement, est-ce que tu es en train de la vivre ou pas, cette raison d'être, mais il y a aussi, est-ce que tu perçois ou pas que tu es en train de la vivre. Et dès lors que tu perçois que quelque chose vient challenger ou t'empêcher de vivre ton système de valeurs, de vivre ta raison d'être, eh ben, tu rentres en système de stress, tu vois, où tu vas éviter, combattre et tu te détournes de ton objectif. Et tu vas t'autodétruire autant psychologiquement que physiologiquement à ce moment-là. Et donc, pour moi, il y a 2 points qui sont essentiels. C'est à la fois, oui, être clair sur ma raison d'être, mais surtout, être clair sur en quoi est-ce que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant m'a aidé dans ma raison d'être. Puisque sinon, tu vas te battre toute ta vie pour essayer de compenser quelque chose qui n'a pas à compenser. Je te donne un exemple que j'ai eu, par exemple, en coaching il y a 2 jours. Une fille qui arrive et qui me dit écoute, ma relation de couple c'est compliqué, mon conjoint est addict, toutes ces choses là, et puis la première réaction ça aurait pu être ok, mais en fait pourquoi tu restes avec lui, tu vois. Et on creuse et je lui demande quelle était la relation avec son père, sa mère, et puis à qui elle en veut le plus dans sa vie. Et elle me dit ma mère, sans aucun doute. Je dis ok, et je dis qu'est-ce qu'elle a fait pour lequel tu lui en veux le plus. Et elle me dit, elle n'a pas reconnu ma souffrance à certains moments. Et quand tu vis avec le fait que ton plus gros manque, ça soit qu'on n'ait pas reconnu ta souffrance, tu vas inconsciemment t'arranger toute ta vie pour rester dans des situations de souffrance jusqu'à ce qu'on la reconnaisse. Parce que du coup, ta raison d'être devient ton plus gros vide, qui est qu'on reconnaisse ta souffrance. Et du coup, toute ta vie, inconsciemment, tu crées des situations sur lesquelles tu vas tenter de te mettre dans la souffrance pour qu'on la reconnaisse. Et donc, lorsque je reviens dans le moment qui a déclenché ce vide, puisque tout vide vient d'un moment spécifique de perception, donc là, on est revenu avec cette cliente dans le moment où elle perçoit le plus que sa mère ne reconnaît pas sa souffrance, et on a été voir, en fait, en quoi est-ce qu'elle la reconnaît. Peut-être pas sous la forme sous laquelle elle l'attend, mais en quoi est-ce qu'elle la reconnaît, où et quand est-ce qu'elle a fait la même chose, quels sont les bénéfices, jusqu'au moment où, en fait, elle a son cœur qui s'ouvre et juste à la fin, elle est en pleurs. Elle me dit en fait, merci maman, heureusement que dans ce moment-là, heureusement que tu n'as pas reconnu ma souffrance sous la forme sous laquelle je l'attendais. Et à ce moment-là, du coup, il n'y a plus besoin de passer sa vie à essayer qu'on reconnaisse sa souffrance, puisque le vide a été écroulé. Si le vide a été écroulé, la valeur de se mettre dans des situations de souffrance pour qu'on reconnaisse ta souffrance, c'est aussi écroulé. Et d'un coup, tu peux revivre une vie beaucoup plus juste. Et en fait, toutes les tangentes qu'on prend dans notre vie, ou en tout cas les schémas destructeurs qu'on a inconsciemment, viennent de valeurs. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la valeur consciente que tu as, mais il y a une valeur inconsciente à te mettre dans ce genre de situation. Ce qui est, j'imagine que, enfin même pour ceux qui nous écoutent, ça peut faire réfléchir à énormément de choses dans nos problématiques. Pourquoi on se retrouve face à ces problématiques ? Pourquoi on mène une vie où on a
ces difficultés ou ces challenges, et souvent des challenges qui peuvent être répétitifs. Bien sûr. Et c'est là où il faut se poser les bonnes questions. C'est une phrase une phrase, c'est que c'est qu'en gros, j'avais entendu que ta vie, la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Et j'ai le sentiment qui est on mais en tout cas que peut-être je me pose pas assez les bonnes questions. Ouais. Et que potentiellement ceux qui aussi ne se posent pas les bonnes questions, ils vont se reconnaître, mais justement les bonnes questions amènent les bonnes réponses. Exactement. Et amènent du coup une bonne qualité de vie quelque part, puisqu'on peut changer sa direction quelque part. Juste pour revenir, parce que mine de rien, ce qui est impressionnant avec toi, même par rapport à ce que je connaissais de toi, c'est qu'il y a une évolution de dingue entre l'entrepreneur qui faisait par son business des millions et qui aujourd'hui est dans un questionnement beaucoup plus profond. Et ça s'est vu, je trouve, dans même les interviews ou tes podcasts, où ton podcast a toujours été, excuse-moi du terme, mais le cul entre deux chaises. On parle quoi, de business ou on parle de dev perso? Et tantôt, on était sur du business pur, mais tantôt, c'était quand même des épisodes, c'était du dev perso, mais pas du dev perso un peu ouin-ouin, tu vois, justement, voyez vos valeurs, la liberté, non, ça creusait dans des trucs très profonds. Donc, il y a eu toute une évolution. Juste pour refaire le fil de ton histoire, à ce moment-là où tu décides de retrouver ta mission de vie, ta raison d'être, qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Je continue un peu la pâtisserie parce que j'ai une audience et c'est ma première manière de gagner de l'argent. Parce que ça fait 5 ans que j'ai un blog, tu vois, et donc au moment où j'arrête tout et où je tire un trait sur la vie que j'avais et le potentiel futur que j'avais de vivre une vie assez classique de salarié, tout ça, en fait, il faut quand même trouver un moyen de gagner de l'argent. Et à ce moment-là, je navigue un peu sur Internet, un peu comme tout le monde, et je découvre qu'en fait, on peut gagner sa vie avec son blog. Et moi, je n'étais pas du tout au courant. C'était juste un blog passion. Je faisais des articles, j'étais content, je partageais des recettes. Des fois, j'avais des invitations gratuites dans des restos et j'étais refait, quoi. Pas besoin de plus. Et au moment où du coup, je n'ai plus ce potentiel de gagner de l'argent avec un salariat, puisque c'est inenvisageable pour moi d'aller là-dedans, il faut que je trouve une autre solution. Et là, je lance une formation, du coup, sur la pâtisserie et sur créer des recettes de chef, voilà. Et ça marche bien. Enfin, quand je dis ça marche bien, je deviens pas millionnaire avec ça, mais en tout cas, j'ai de quoi vivre avec ça. J'ai de quoi vivre avec ça et ça me laisse beaucoup de temps parce que le plus dur, en fait, dans un business en ligne, c'est de créer l'audience. Sauf que moi, l'audience, elle est déjà créée. Donc, c'est facile pour moi de gagner de l'argent et ça me prend assez peu de temps. C'est géré en 1 heure par jour et ça me permet d'avoir un salaire pour vivre, tu vois. Et en parallèle de ça, je me rends compte que derrière ces problèmes en lien avec la nourriture, en lien avec l'alimentation, en lien avec mon poids, en lien avec mon corps, il y a aussi plein d'autres problèmes parce que j'ai résolu ce problème, mais j'ai pas résolu le problème que socialement je suis toujours ultra angoissé, que je regarde des vidéos pour aborder des filles dans la rue, sauf que en fait je sors dans la rue et j'en laisse passer 100 et je me dis putain, quand est-ce que tu vas l'aborder? Et je remonte chez moi après 1 heure en n'ayant parlé à personne, tu vois. Et c'est un sentiment de honte et de honte terrible, tu vois, de te dire putain, je viens de sortir 1 heure, j'ai regardé 28 vidéos pour apprendre à aborder une fille dans la rue et je sors, je suis spectateur et à chaque fois je me dis allez, elle, t'y vas. Puis à chaque fois il y a un truc, non, elle a pas l'air sympa, non, elle a l'air pressée et tout. Et ouais, et je me sens seul aussi à ce moment-là. J'ai pas beaucoup d'amis, voilà. Je relèverais quand même qu'il y a un certain courage. De déjà descendre dans la rue pour tenter de faire le challenge, pour moi, c'est déjà une sorte de je tente la mise en action. Donc, il y a surtout beaucoup de souffrance aussi. Tu vois, il y a surtout beaucoup de souffrance et quand tu souffres, tu fais ce que tu peux pour essayer d'aller au-delà. Et puis, ce qui se passe, c'est que un jour, donc moi, je suis dans mon processus de transformation, je découvre plein de choses, tout ça. Et un jour, je vais à une conférence de David Laroche à Paris. Et là, il fait intervenir sur scène une personne
qui il y a 1 an avait fait un burn-out, avait vécu du harcèlement, tout ça, et qui avait fini à l'hôpital, qui avait perdu tous ses cheveux et tout, et elle vient sur scène et elle a l'air rayonnante sur scène. Elle a tous ses cheveux, tout ça. Et au moment où elle raconte son histoire, je me dis, waouh, c'est inspirant en fait, tout ce qu'on peut changer, tout ce qu'il est possible de transformer. Et elle remercie David à ce moment-là, et je me dis, putain, moi aussi je veux faire ce métier. Moi aussi je veux découvrir ça. Et Donc ce métier de coach en fait, voilà, de coach, parce que pour ceux qui connaissent pas David Laroche, c'est un coach, hein, clairement, qui s'est fait connaître dans le développement personnel et qui effectivement lors de ses séminaires montre des transformations, et d'ailleurs les coachings qu'il peut faire en live sont assez impressionnants aussi, hein. Voilà, et donc je me dis je veux faire ce métier. Derrière je vais à un séminaire avec lui, et puis il nous fait faire un exo de visualisation, machin, et à ce moment-là je sens tout mon corps qui se met à trembler. J'ai les 2 jambes par terre, mais en fait j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Je peux pas supporter l'énergie qui circule à l'intérieur de mon corps, et je tombe par terre. Et là j'ai une vision qui est d'une limpidité et d'une clarté, pas un truc que tu imagines, que tu projettes mentalement, un truc qui t'arrive, tu vois. Et je me vois parler devant des milliers de personnes et leur expliquer que tout est possible. Sauf qu'il faut remettre le contexte, hein. J'ai 23 ans, je vis encore chez ma mère, j'ai jamais eu de copine, j'ai pas d'amis. Tu sais, ma vie elle est chaotique pour dire aux gens tout est possible. Mais pourtant, en fait, cette vision elle est trop limpide pour que je l'écoute pas. Et le lendemain, je m'inscris dans une école de coaching. 2 mois après, je fais mes premières conférences. Alors que j'ai toujours été celui, jusqu'à ce moment, j'avais toujours été celui qui, à l'école, est incapable de faire un exposé, à la feuille qui tremble, sait pas parler en public, mais il faut que je suive cette vision. Voilà. Et je commence à faire des conférences, je commence à faire plein de choses, je fais des coachings, je continue à me former, j'écoute tout ce que je peux écouter. Et puis au bout d'un moment, je vois que j'ai du mal à en vivre parce que je suis mal positionné. C'est que je suis un coach en développement personnel, mais basique de chez basique, sans une histoire inspirante, parce qu'en fait, je n'ai pas encore vraiment dépassé. Tu vois, je suis en processus de dépassement de tous ces challenges, mais je n'ai pas une histoire avant, après, extraordinaire. Tu vois, je suis juste quelqu'un en apprentissage. Et du coup, je rencontre un jour un entrepreneur qui me dit, je lui demande, est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place dans le développement personnel? Il me dit, non. En fait, il n'y a pas de place pour les généralistes et pour les gens qui n'ont rien de plus. Par contre, il y a toujours de la place pour les gens qui sont clairement positionnés. Et à ce moment-là, je me dis, ok, où est-ce que j'ai une légitimité? Où est-ce que j'ai un positionnement? Et je prends tout ce que j'ai appris en coaching, en préparation mentale, et je me dis, ok, en fait, ça, je pourrais le transférer dans le tennis. Et dans le tennis, j'ai une autorité. Et là, je lance une entreprise justement de préparation mentale dans le tennis, ce qui me permet de gagner en légitimité, de gagner ma vie, d'avoir des clients, de valider je suis vraiment capable d'aider les gens, voilà, toutes ces choses-là. Même si je connaissais un peu ton histoire, il y a quand même des choses qui m'avaient échappé. Déjà, je comprends en fait là le revirement de situation. C'est un peu fort dit comme ça, mais tu reviens beaucoup plus à du coaching pur aujourd'hui, hein, on est d'accord. Là où tu es passé par quelque chose de coach en marketing. Ouais, je vais t'expliquer. Et justement, avant ça, en fait, le coaching et la transformation, je me rends compte que ça a toujours fait partie de toi. Et en fait, David Laroche, mine de rien, qui est un mentor pour toi, l'histoire est un peu similaire de cette personne avec une non-confiance en soi qui tremble pour aborder les filles, qui tremble pour faire un exposé. Il y a en tout cas 2 chemins où il y a des blessures qui ont l'air communes quelque part. Ouais, carrément. Et carrément. Et puis du coup, c'est pour expliquer, tu vois, le coach en marketing, c'est que derrière, donc la préparation mentale marche bien. Je découvre les tunnels de vente, je découvre la publicité, et tout ça me permet d'avoir des très bons résultats sur mon business de préparation mentale. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que je rentre dans ce milieu un peu du business en ligne. Et tu vois, tout milieu a une culture, tout milieu a des valeurs, a des choses que tu dois vouloir
pour appartenir au groupe. Et à ce moment-là, je pense que j'adopte un peu ces objectifs qui, dans le fond, sont peut-être pas les miens à la base, de gagner beaucoup d'argent, de devenir millionnaire, tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'avec le tennis, je vais pas y arriver. Et c'est là où je vois une opportunité de me positionner plus sur le business, parce que en fait, j'ai réussi, j'ai une légitimité. Je vois, on est aussi en 2017, et en fait, en 2017, la culture dans le monde du business en ligne, c'est créer une chaîne YouTube et faire des blogs. Et en fait, moi, dans le tennis, ce qui m'a fait exploser, c'est plutôt de faire de la pub et des tunnels de vente. Et en fait, en 2017, personne ne fait ça. Et je me dis, si j'enseigne ça, en fait, ça va vraiment aider les gens. Et moi, j'aurai une opportunité de gagner beaucoup plus d'argent, d'être beaucoup plus reconnu. Voilà. Et donc, c'est là où je fais cette transition, où le business de tennis est automatisé, continue à tourner, et je me positionne plus sur le business coaching avec un message plus de gagner de l'argent et devenir riche. Parce que c'est aussi ce que je crois à ce moment-là. C'est que, à ce moment-là, je crois que être heureux, ça passe par être libre financièrement, être libre géographiquement et être libre temporellement. Ouais, c'est pareil, encore une fois, il y a à chaque fois une évolution qui fait écho un petit peu à mon parcours quelque part aussi, c'est de s'adapter, de découvrir des choses, d'avoir des envies, d'aller sur ces chemins-là. Enfin, à un moment donné, même quand je faisais de l'immobilier, je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas du marketing ? Parce que j'étais passionné aussi par justement toute cette partie-là, et c'est d'être curieux dans plein de choses. T'as une curiosité qui est naturelle en fait chez toi aussi. Ouais, en fait, quand je découvre un domaine, je peux devenir obsessif très rapidement, tu vois. J'ai besoin de geeker le domaine. Ah, c'est et du coup, t'as gagné en popularité et t'as réussi clairement enfin, t'as même eu une explosion avec le marketing. On peut bien sûr, comme ça. Hein, ouais. c'est là, ok, la pâtisserie, c'était sympa, ça a fonctionné. Le coaching en préparation mentale, oui, bien. Tu l'as automatisé, c'était bien. Mais là où la fusée a été lancée, j'ai le sentiment, c'était quand tu as fait du marketing. Ouais. Parce que pour que les gens comprennent, est-ce qu'on peut mettre des chiffres sur combien qu'est-ce que tu pourrais mettre comme chiffre ? J'ai généré 10 millions en 4 ans en partant de zéro. En toute simplicité. C'est énorme. Ça paraît fou, dit comme ça d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est pas de la fausse humilité. C'est juste que... C'est pas de l'humilité non plus d'ailleurs. C'est juste que... En fait, ta perception de contraste, elle évolue en fait au fur et à mesure où tu évolues. Et donc, ça veut pas dire grand-chose pour moi. Voilà. Toi qui partais, combien de temps à peu près ça a duré leader de ton marché ? Donc était ton business. Tu l'as toujours ? Non. Je dirais 5 ans. 4 ans et demi. Ok. Tu crées de l'argent, t'es habité par ce que tu fais. C'est pas forcément... Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que l'argent t'apporte ? Parce que t'es quand même passé de rien à tout. T'as changé. Est-ce que je peux parler de tout avec toi ? Ouais. T'as refait tes dents aussi. Ouais. C'est dû à... Alors l'histoire, elle est plus profonde que juste faire les dents. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, pourquoi est-ce que je lance pas plutôt un truc dev perso ? Parce que j'ai honte de qui j'ai été entre 15 ans et 22 ans, pendant longtemps, tu vois. Et donc, et c'est impossible de légitimer mon business en dev perso sans parler de mon histoire, parce que les gens comprennent pourquoi est-ce que, tu vois, tu dis, en fait, je comprends maintenant pourquoi est-ce que ta vie a toujours été autour de la transformation, mais sauf que pour que les gens comprennent, il faut que je partage mon histoire. Et ça, je voulais pas partager mon histoire. La première fois que j'ai partagé mon histoire sur la boulimie, l'anorexie, l'alcoolisme de ma mère, c'est en 2022. C'est en mi-2022. Parce qu'avant, pour moi, c'était pas une... J'avais trop de honte là-dessus, tu vois. Beaucoup trop de honte là-dessus. Et donc, en 2018, c'est un peu une planque d'aller dans le business, dans le marketing, tu vois, parce que ça me permet d'éviter d'adresser cette part de moi qui n'est pas guérie.
pas dans les symptômes, mais dans la honte que ça a été de vivre ce que j'ai vécu. Et puis, du coup, en 2018, je fais beaucoup de pubs. On fait beaucoup de pubs. À l'époque, il n'y a pas tant de monde que ça qui fait beaucoup de pubs. Donc, je suis une bonne cible pour les haters. Il y a beaucoup de commentaires autour de c'est de l'arnaque, c'est pas vrai, ils gagnent pas d'argent, tous ces trucs-là. Ces trucs-là, j'en ai rien à foutre. Ça me touche pas du tout, je les lis même pas et tout. Ouais. Par contre, il y a un commentaire qui me prend de l'espace dans ma tête toute la journée lorsque je le vois. C'est quand on fait des commentaires sur mes dents. Et en fait, tu sais, j'avais les dents hyper usées là, les dents de devant. Et en fait, ce qu'on pourrait croire, c'est que juste j'aime pas mes dents. Mais c'est un peu plus profond que ça. C'est que mes dents qui sont usées, c'est l'indice de ma période de boulimie que je veux t'en cacher. Parce que, en fait, quand tu te fais vomir, c'est très acide et tu t'abîmes énormément les dents, en fait. Et c'est pour ça que tu as les dents usées. Et du coup, pourquoi est-ce que ce commentaire, il me touche ? Parce que c'est un indice sur ce que j'ai pu avoir vécu que je veux absolument pas que les gens voient. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me fais refaire les dents. Ça, oui, ça prend sens aussi finalement. Quelque part, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et c'est intéressant parce que je pense qu'on a tous des complexes. On a tous eu ce genre de critiques à certains moments qui sont c'est beaucoup plus profond parce que ça dit beaucoup plus sur notre histoire. Exactement. Que juste, j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais adolescent. Et j'ai eu le droit, j'ai passé mon adolescence à masquer mon acné avec ce que je pouvais, et avec une certaine honte d'avoir 15 ans et de mettre du fond de teint et de ne pas supporter, puisque pour moi fond de teint égale femme, et de ne pas vouloir justement en prendre les codes d'une femme, enfin bref, surtout dû à ma sexualité qui était déjà un peu bancale et où je savais pas qui j'étais réellement à cet âge-là. Et de me retrouver à avoir des marques au visage et de me retrouver à 20, 21 ans avec un ex et un de ses potes qui avait dit t'arrives à sortir avec un mec qui a autant de trous à son visage Et c'est d'une violence en fait ce genre de mots, et on ne se rend pas compte en fait ce que la personne a vécu, de comment c'est arrivé et qu'est-ce qu'elle a traversé quelque part. Après tu vois, je pense que cette phrase aussi, elle est dure sur les trous parce que tu y crois, tu vois. Et moi, ces haters, au final, franchement, je les remercie parce que ils m'ont permis d'aller adresser cette part de ma vie que j'aurais jamais adressée sans ça. Et franchement, ça a été symbolisme des dents, tu vois. C'est que, premièrement, c'est qu'en fait je m'empêchais de sourire parce que c'était moche, mais surtout tu vois, il y a c'est moche, mais il y a aussi le symbolisme que ça avait pour moi. Et en fait j'ai rencontré un dentiste que j'ai kiffé, tu vois. J'ai adoré en fait me refaire faire les dents, dans le sens où ça m'a permis de ressourire librement. Et c'est fort en fait, tu vois, dans la vie, comme phrase de ressourire librement, tu vois, de sourire librement et de pas avoir à réprimer tes sourires, tu vois. C'est fort, et ça a changé ma vie vraiment, tu vois, de pouvoir ressourire sans avoir à cacher mon sourire. Et ça, c'est la première chose. Et après, ça m'a permis aussi de me rendre compte que j'avais vraiment un sujet là-dessus et que ça serait bien de l'adresser, quoi. On parle souvent de s'aimer soi. Aujourd'hui, toi, tu t'aimes ? Ça dépend de la définition qu'on donne, tu vois. Je pense que j'aime pas trop ce terme pour une raison, c'est que je pense qu'il est je le trouve peut-être mal compris et du coup un peu déformé par beaucoup de gens. Ce que j'entends souvent dans s'aimer, c'est un truc de tomber dans une sorte d'exagération de soi, alors que moi ce que je crois, c'est que le vrai amour, c'est tomber dans une forme d'exagération de soi, et aussi tomber dans un truc où les gens vont commencer à croire que ils sont que géniaux, tu vois. Et donc je me sens pas du tout relié à ça. Je pense que je suis à l'aise avec
beaucoup des parts de moi. C'est plutôt comme ça que je le dirais et que... Ce qui est déjà pas mal. Que je préfère, en fait. Ouais, je préfère. On était... à la base, c'était une question sur l'argent que je t'avais posée, sur qu'est-ce que ça t'avait apporté l'argent. Qu'est-ce que ça m'a apporté l'argent? Plein de choses. Plein de choses. Mais pas ce qu'on croit. J'ai fait un podcast avec Christian Junot. Je sais pas si tu le situes, il y a pas longtemps, et où il disait que l'argent est souvent synonyme de liberté et de sécurité pour les gens. C'est les deux choses qui reviennent le plus. T'en penses quoi? J'en pense que oui, et j'en pense que la sécurité que l'argent m'a apportée m'a permis d'arrêter de croire que mon insécurité venait de l'extérieur et de réaliser qu'elle vient de l'intérieur et d'adresser le vrai challenge. Et pareil sur la liberté. Je me suis rendu compte que oui, j'étais un peu plus libre sur qu'est-ce que je choisissais au supermarché, et j'étais un peu plus libre sur à quelle heure je prends mon vol, parce que ça soit 50 € plus cher ou pas, je ne veux pas organiser ma vie autour de ça. Donc oui, je suis plus libre là-dessus. Mais ça m'a aussi permis de prendre conscience de tous les endroits où je n'étais pas libre, non pas à cause de l'argent, mais à cause de mes jugements, de mes contraintes et de mes restrictions internes, tu vois, et de mes profondes peurs. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est qu'au final, même si tu avais une liberté presque, on va dire, matérielle, en fait, la liberté au fond de toi, les problématiques étaient toujours là, tes insécurités étaient toujours là. Et en fait, à ce moment-là, moi, je l'ai réalisé après avoir fait quelques millions. Certains vont le réaliser après avoir fait quelques dizaines de milliers d'euros, d'autres après quelques milliards, d'autres jamais. Ça m'a permis de comprendre que l'argent allait juste résoudre mes problèmes d'argent. Voilà. C'est-à-dire que tu as pu te sentir... Est-ce que tu t'es senti... Enfin, tu as pu te sentir malheureux en étant millionnaire? Ouais, beaucoup plus. Beaucoup plus? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est comme si un rêve s'effondrait, c'est comme si un espoir, un fantasme s'effondrait. J'ai ce souvenir de ce moment à Bali où j'ai cette maison exceptionnelle. On y vit depuis 4 mois. On la paye, je sais pas, 12 ou 13 000 € le mois. Donc, c'est un peu le rêve. Et 12 ou 13 000 € le mois, à ce moment-là, ça représente rien pour moi. Et c'est censé être ce que j'ai toujours rêvé. Pouvoir vivre dans les endroits exceptionnels et ne pas avoir à compter. Et je me souviens... ce moment où ça fait 2 semaines que je parle pas à ma copine parce qu'on s'est embrouillé sur un sujet. Développer le business n'a plus beaucoup de sens pour moi. Je regarde cette piscine et je me dis, mais en fait, c'est encore plus vite qu'avant. Parce que du coup, il n'y a plus la quête et l'espoir qu'à travers l'argent, ça ira mieux. Oui, c'est ça. Parce que quand tu te lèves chaque matin avec l'objectif de l'argent, en te disant que le jour où tu as l'argent, ta vie sera exceptionnelle, tu es drivé au quotidien. Tu es hyper inspiré, tu es motivé, tu y vas, quoi. Tu vois, tu as faim. Là, ce jour-là, tu n'as plus la faim et tu as la souffrance. Ça doit être encore une fois une remise en question quelque part pour toi, de dire maintenant que je suis dans cette vie de rêve, un peu cette vie d'instagrammeur, bien sûr, finalement, à Bali, en plus tu as une chérie à ce moment-là, donc au top. T'as quand même aussi résolu une souffrance qui était pour toi en fait t'avais un peu cette vie de rêve attendue sur le papier. T'en prends conscience réellement de ça, que t'as cette vie de rêve et que ça te convient pas? Carrément. En fait, tu sais, je me suis rendu compte que j'avais résolu beaucoup de mes problèmes et de mes insécurités en allant vivre la polarité inverse, mais sans me libérer de la souffrance associée à ça. Je vais te donner un exemple, parce que tu me dis, t'as cette copine. Ouais, c'est vrai. Mais, parce qu'il y a un mais, à tous les endroits, en fait, j'ai appris des stratégies pour aller au-delà de mes insécurités. Mais je me suis jamais libéré de mes insécurités. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai cette copine pour laquelle je suis reconnaissant, tu vois. C'est pas qu'elle était pas bien ou quoi. Enfin, j'ai cette copine. On vit 2 ans ensemble mais je suis pas moi avec elle. Pourquoi? Parce que je l'ai séduit à travers des scripts, à travers des stratégies, à travers des techniques, tu vois. C'est un masque que j'ai porté. J'ai appris comment on fait dans la séduction. J'ai appris quel masque fallait porter. Je l'ai compris. Et du coup, maintenant, je sais
le jouer. Et maintenant, je sais séduire et j'ai pas de problème avec ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que tu crées pas le même type de relation si... Et tu peux avoir appris à séduire en apprenant quel masque il faut jouer, mais pour autant, quand t'enlèves ce masque et que t'es avec toutes tes facettes, être toujours très insécure avec l'autre. Et moi, c'était mon cas. Et c'était pareil, en fait, à tous les endroits. Dans le business, pareil, j'avais appris les stratégies, j'avais appris ce qu'il fallait dire, j'avais appris toutes les choses pour ne plus vivre mon insécurité, mais sans avoir vraiment exploré la libération de ces insécurités, tu vois. C'est Chloé Bloom que parlait dans une interview récemment qui me disait que quand elle a rencontré son chéri, elle a mis carte sur table et que justement elle avait tellement vécu dans une forme de perfection qu'elle avait décidé de lui dire écoute, moi je suis comme ça en vrai. La Chloé que tu verras au quotidien, elle est comme ça avec ses insécurités, ses faiblesses, et elle ne voulait pas porter ce masque. T'as ce sentiment que dans la société on porte un masque beaucoup trop quelque part? Enfin, je sais pas si c'est beaucoup trop, mais en tout cas moi ça me fatigue, tu vois, les gens ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, tu vois, mais moi c'est qui usant pour moi. C'est qui le Julien qui a pas de masque? En fait, il n'y en a pas un, il y en a... C'est qui les Juliens qui n'ont pas de masque? Il y en a plein, tu vois, il y en a plein. C'est une multiplicité de Juliens. Et en fait, tu vois, je pense qu'on cherche souvent à trouver qui on est. Mais en fait, c'est pas qui on est à travers... Il n'y a pas une personne, il y a une infinité de personnalités. Et souvent, en fait, quand on dit « je veux trouver qui on est », ce qu'on dit, c'est... En tout cas, ce que ça veut dire de ma lecture, c'est... je sens que je fais pas l'expérience de toutes mes personnalités et je suis enfermé dans certaines personnalités que j'ai le droit de jouer et d'autres que j'ai pas le droit de jouer. Et j'aimerais faire l'expérience des autres personnalités. Mais les autres personnalités ne sont pas toi, c'est des parts de toi aussi. Tu as juste envie d'en faire l'expérience. Donc, qui est Julien? Julien, c'est à la fois le sage qui a des réflexions profondes sur la vie que le mec qui juge tout le monde en disant putain c'est un tocard et en se pensant au-dessus de tout le monde. C'est celui qui peut écouter et avoir une profonde écoute et une profonde empathie, et c'est celui qui peut réagir au quart de tour parce qu'il est fatigué, tu vois, ou juste parce que le truc vient toucher sa blessure. Donc c'est tout, quoi, tu vois. Ouais, c'est ce que tu dis là, moi c'est le sentiment en tout cas d'accepter qu'on est effectivement au pluriel dans nos vies. Exactement. Et dans nos caractères, et qu'on n'est pas juste radin, mais on est radin et généreux. On est triste et joyeux, et ça dépend du moment, ça dépend des cycles aussi, tout bouge, et c'est d'accepter peut-être qu'on n'est pas toujours parfait et qu'on peut... En fait, je vais mettre un mot peut-être sur une phrase sur ce qui me dérange, et tu vois, quand les masques, est-ce que tu penses que la question que tu m'as posée sur est-ce que les masques te dérangent, en fait, les masques c'est pas les masques qui me dérangent, mais ce qui m'empêche de me relier à quelqu'un, c'est quand je sens un décalage entre ce qu'il veut me montrer et ce que je ressens de sa vérité du moment. Ok. Et tu sens un manque d'alignement, en fait, quelque part. En tout cas, je sens que c'est pas vrai, ça sonne pas vrai, ce qu'il me dit. Donc au final, du coup, dans cette vie-là, toi, tu vois que ça ne va pas. C'est ce qui a remis en cause, en fait, tes changements, même dans ton business, de dire il faut que j'évolue, parce que tu disais que ça a duré 4 ans et demi. Ça a été une étape, toi, ça, de te dire je vais peut-être arrêter, c'est peut-être plus ce que je veux faire? Ça, du coup, c'est ce premier moment de remise en question forte de est-ce que ça fait vraiment sens. C'est à Bali, ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Et à ce moment-là, je crois que c'est pas une option d'arrêter. C'est pas encore une option. C'est juste... ça me nourrit pas complètement, mais au début je crois que c'est juste un problème de on va changer les produits, on va modifier les produits, on va arrêter certains produits, en créer d'autres, tout ça. Est-ce que c'est pas difficile d'ailleurs d'arrêter quelque chose quand tu vois que c'est très rémunérateur et que ça fonctionne? Pourquoi arrêter quelque chose qui marche? En fait, ça c'est toute la question que les gens se posent, mais
En fait, ça peut marcher à l'extérieur sans te nourrir à l'intérieur. Et je pense que c'est les choses les plus dangereuses pour la réalisation de soi. C'est ce qu'on appelle en général une prison dorée. Tu vois, c'est quand t'as aucune raison extérieure d'arrêter, mais qu'à l'intérieur, tu sens que c'est le moment d'arrêter. Ouais. Parce qu'en fait, si ça marche pas à l'extérieur, en fait, tant mieux, entre guillemets, t'es libre de choisir ce que tu veux. Là où c'est plus dur, c'est lorsque ça marche à l'extérieur. C'est un podcast où souvent je rebondis, et surtout que toi, il y a un côté... peut-être que tu vas... Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Peut-être que toi, tu verras pas du tout le lien. Mais une fois, une personne qui te connaît m'avait dit tu as le même tempérament que Julien Musi. Ou m'avait dit t'as le même t'as quelque chose de, je sais plus ce que c'était, mais c'était en tout cas une personnalité qui pouvait être assez sur la faculté de, quand on veut quelque chose, d'y arriver en prenant le chemin le plus rapide. En fait, c'était ça, en tout cas ce point-là. Enfin, bref, donc il y a plein de choses en tout cas qui font écho, et ça me faisait penser que moi souvent je mène un projet jusqu'au top, ça fonctionne, et quand je suis au top, ah non, j'en ai marre, je vais faire autre chose. C'est peut-être aussi ce qu'on se disait au début, c'est que je vais combler une valeur, une blessure, et j'atteins ce que je veux. Et l'immobilier, c'était un peu ça. Je pense que j'ai arrêté au moment où j'étais invité dans tous les séminaires. J'étais invité pour parler, pour être sur scène, pour parler d'immobilier. J'aurais pu complètement prendre ce côté-là, faire des vidéos, faire de la communication autour. Et c'est à ce moment-là que je dis j'ai envie d'arrêter, je vais faire un podcast. Ouais. Et ça me fait peur parce que je me dis, mon podcast, ça va très vite, il marche plutôt bien, et il marche de mieux en mieux. Et je me dis, mais le moment où j'aurai eu tous les gens que je veux, et où il sera dans le super top des classements Spotify, Apple Podcast, est-ce que je vais pas me dire, j'en ai marre, je vais faire autre chose? Et en quoi ça serait un problème? Eh ben parce que je crois que c'est fatigant de reprendre à zéro à chaque fois, tout. Est-ce que c'est que fatigant? Non, mais ça me donne le sentiment d'être un peu girouette, quelque part. Ok. De te changer tout le temps. Et en quoi c'est un problème? Parce que j'admire les gens qui réussissent dans leur domaine et qui deviennent leaders dans leur domaine, qui deviennent la star de leur domaine, et qui tiennent ça durant des années. Et ça me paraît facile une fois que tu as ça. Ok, donc au début tu m'as demandé pourquoi est-ce que les gens ont des schémas limitants, tu vois. Et en fait je pense que la plupart de ce que les gens appellent des schémas limitants sont des schémas limitants aux yeux de ce qui est admiré dans la société, mais sont des schémas aidants aux yeux de ce qui est profondément important pour eux intrinsèquement. Et que moi, dans ce que tu dis là, ce que j'entends, c'est que ce qui te nourrit, c'est de redémarrer de zéro, d'avoir une vision, d'y aller, de redécouvrir, de tout recommencer, et toute cette phase de construction, tu vois, plus que la phase de consolidation. Et que, est-ce que c'est un problème? C'est un problème si on pense que le but de la vie, c'est de rester au même endroit et d'acquérir une stabilité, une sécurité. Mais sur un autre plan, si le but de ta vie, c'est de faire ce que t'aimes à chaque instant et d'être nourri dans chaque instant, alors le problème devient de croire qu'il faudrait que tu sois autrement. Et quelque part, j'aime partir de zéro et aller au sommet. Ouais, voilà. C'est quelque chose qui me stimule globalement. Donc j'aime bien ce côté-là. Et j'ai pareil, tu vois. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, putain, j'ai un problème. Mais en fait, j'ai un problème pour vivre à travers le script des autres. J'ai un problème si on considère que le but, c'est de tout consolider et de rester avec tout ce que tu as construit. Mais j'ai compris plus tard que mon but, c'est de me découvrir et de chaque jour faire une expérience d'une journée où à la fin de ma journée, je me dis « Ah putain, je me sentais encore plus vivant qu'hier. » Et pour ça, je suis prêt à payer n'importe quel prix. C'est-à-dire que si le prix à payer, c'est que j'ai jamais un business qui reste au-delà de moi, si le prix à payer, c'est que un jour j'ai envie d'être SDF pendant 1 an parce que j'ai envie d'en faire l'expérience, je suis prêt à payer le prix. Parce que ma réalisation de moi, et je parle dans vraiment un sens interne, de
faire l'expérience de la vie en moi, il est plus important que de répondre à n'importe quel code que les autres ont décidé pour moi. Est-ce que s'affranchir du regard des autres et de la société n'est pas un véritable challenge pour chacun? Bien sûr. Et, là, je dis société, mais enfin des parents Bien aussi, sûr. de la famille. Bien sûr. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui bloque souvent les personnes de pouvoir réellement... j'ai l'expression de Madonna, express yourself, tu vois, dans sa vie, quelque part. Ouais. Toi, tu as le sentiment aujourd'hui d'être entièrement aligné avec qui tu veux être? La question, je la trouve un peu trop absolue, tu vois. Ouais. Entièrement, tu vois, elle est dure en fait. Certains Juliens sont alignés, d'autres non. Exactement. La réponse est non. Voilà. Ouais, ok. Ouais. Qu'est-ce qui te manquerait? Ce qui me manquerait, c'est... je pense que je pourrais m'autoriser plus de choses sur comment je peux vivre ma vie. Mais j'ai peur que si je le fais, ma compagne m'aime plus. Je pourrais m'autoriser plus de choses sur comment j'ai vraiment envie de diriger mon business et de faire du marketing. Mais j'ai peur que si je le fais, mes clients n'achètent plus. Je pense que c'est essentiellement ces deux trucs. Et quand tu connais tes peurs, parce que tu vois, là, tu sais, globalement, tu as l'info, et quand tu prends conscience, tu gardes quand même les peurs? Tu penses que quand on prend conscience d'une peur, on garde quand même cette peur? Ouais. Ouais, je pense pas que la prise de conscience libère. Et donc quand tu as une prise de conscience sur une peur, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il faut absolument enlever la peur? En tout cas, je sens que pour l'instant, ces deux peurs me vont. Oui. Voilà. Et je vois que ces deux peurs me vont et je vois que j'ai pas trop envie de prendre le risque de perdre ces deux choses. Parce qu'en fait, c'est le paradoxe, c'est que pour aller dépasser une peur, en fait, il y a deux niveaux de conscience. Il y a le niveau de conscience dans lequel tu as la peur et il y a le niveau de conscience dans lequel tu l'as plus. Le niveau de conscience dans lequel tu l'as plus, tu t'en fous que les gens achètent ou pas. Tu t'en fous que ta copine te quitte ou pas. Sauf que tu réfléchis toujours avec ton niveau de conscience actuel. Donc ton niveau de conscience actuel, il est attaché à... Non, en fait, si j'explore cette peur, peut-être que je vais prendre le risque que ma copine me quitte, peut-être que je vais prendre le risque que mes clients n'achètent plus. Et donc, j'ai pas la volonté de faire le travail parce que je suis encore trop attaché à ne pas perdre ces choses plutôt qu'à me réaliser. Oui. Au final, parce que là, tu as eu donc ce changement, on arrive, je pense, à ce moment où tu décides de quitter ce business qui rapportait bien, qui marchait bien. Quels ont été tes challenges pour faire ce tournant? Je dirais que... En fait, ça n'a pas été si dur. Okay. Ce qui est marrant, c'est que ce que j'ai pu observer dans ma vie, c'est que le plus dur est jamais l'expérience. Le plus dur est toujours la résistance que tu as à plonger dans l'expérience. C'est-à-dire que une fois que tu sais, tu as décidé, bon, oui, il y a des choses inconfortables, les gens ne comprennent pas, certains clients sont en colère contre toi, certains membres de l'équipe sont en colère contre toi. Oui, c'est pas facile à vivre, mais tu sais tellement qu'il n'y a pas d'autre option pour toi et pour ton âme que c'est ok. D'ailleurs, parce que c'est vrai que moi je le sais, mais on l'a pas forcément évoqué. Toi aujourd'hui, tu es coach et tu formes les coachs à devenir des coachs. Non, explique-le, ce sera beaucoup plus clair. Ouais. Alors aujourd'hui, en fait, on a plusieurs activités. En tout cas, j'ai certaines que j'ai seule et d'autres avec l'équipe. J'ai 3 propositions. La première, c'est je continue à faire du coaching one-on-one. J'en fais environ entre 15 et 20 sessions par semaine, tu vois. Donc c'est quand même une bonne partie de mon activité, en tout cas une bonne partie de mon temps. Ça, je continue. Et je crois que je continuerai toute ma vie. Peut-être pas à ce volume, mais en tout cas, je continuerai toute ma vie parce que c'est un terrain d'exploration exceptionnel. C'est les moments qui me remplissent le plus aussi. Voilà.
Petit astérix, enfin gros point commun avec David Laroche aussi quelque part, où je sais que ces one-on-one sont des moments qui le nourrissent aussi. Mais on va pas être surpris parce qu'en numérologie, t'as du 2. Et le 2, c'est l'accompagnement, c'est aider l'autre. Et je m'emballe les bonnes, c'est toujours le truc. T'as le 7 qui est la quête de sens, la remise en question et le fait de toujours apprendre, de toujours questionner. C'est quelque chose que je remarque énormément. On en parle depuis le début de l'interview. Et t'as du 2. Et le 2, on est sur accompagner. On est sur le côté binôme de vouloir aider l'autre. Il y a tout un... Enfin, le 2, c'est vraiment la signification du 2, finalement. Et dans ta temporalité, tu as dans tes objectifs... Enfin, pas tes objectifs, mais en termes de cycle, tu as du 11, qui est un maître nombre, mais qui est le maître nombre du 2, finalement, quand on le réduit. 1 plus 1, 2. Et là, on est vraiment sur construire une communauté plus grande que soi, plus grande que ce qu'on pourrait imaginer pour apporter encore plus. Et c'est ce que tu as toujours fait, finalement, sur construire pour plus grand que toi, comme s'il y avait une comment on va dire ça, mais tac, j'ai retrouvé le mot. Les 11-2 marchent beaucoup avec de l'intuition. Quelque chose qui, on ne sait pas trop d'où ça vient, il y a quelque chose d'un peu presque spirituel là-dedans. Et dans tout ce que tu dis, en fait, je vois ça, et pourtant, j'ai pas fait toute ta numérologie, mais le peu, c'est d'une évidence, c'est tellement clair. Donc quand tu me dis que quand tu accompagnes les gens, tu es nourri, oui, je n'en doute pas. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième, on a effectivement les coachings individuels. Une deuxième partie, c'est on a les immersions qu'on a appelées de Unify Experience, en lien avec un processus d'unification, justement d'unification de toutes ces parts, puisque de ce que j'ai pu observer dans ma vie et dans la vie de milliers de clients que j'ai pu accompagner, c'est que tous nos challenges sont liés au fait qu'on ait des parts qui soient séparées et que ces parts viennent s'exprimer à des moments où on aimerait qu'elles ne s'expriment pas. Et donc ce processus d'unification, c'est comment est-ce que je me libère des charges, des conflits internes, pour accéder à une pleine clarté et que les choses redeviennent fluides dans ma vie sur où je veux aller, que ce soit professionnellement, financièrement, couple, famille, santé, comment je mange, bref, physique, absolument tout. Donc ça, c'est des séminaires qu'on fait une fois par mois. C'est un séminaire de 2 jours qui est pour des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné dans leur vie. Il y a un blocage, il y a peut-être de la procrastination, il y a peut-être une perception d'auto-sabotage, un syndrome de l'imposteur, bref, toutes ces choses qu'on peut vivre en tant qu'humain. Et on les aide à s'en libérer pendant ces 2 jours. Et on a un troisième produit qui est pour tous les gens qui veulent apprendre le coaching. Et souvent, c'est soit des gens qui ont participé à de Unify Experience, soit des gens qui m'ont vu coacher à un moment, soit des gens qui ont eu accès à un coaching individuel, chez qui ça a éveillé une vocation de « Putain, en fait, ce que j'ai vécu, je veux comprendre comment on fait et je veux être capable, moi aussi, de produire cet impact, cette transformation chez les autres. » Et là, on a l'école de coaching, du coup, pour ça. Tu vois, le coaching, je sais, peut être très critiqué en France. Il y a même des vidéos YouTube que j'ai pu voir passer sur les coachs qui apprennent aux coachs à devenir coach, etc., avec une forme pyramidale. Et à côté de ça, encore une fois, moi, comme je te disais juste avant, je parlais de numérologie sur le fait j'y crois et en même temps, je prends du recul. Le coaching, c'est exactement la même chose. Et si tu veux... J'ai expérimenté, pour le coup, le coaching. Moi, j'ai une psy depuis 4 ans, donc c'est une forme de coaching, quelque part, en soi. Et je me rends compte que c'est d'une puissance, en vrai, pour l'avoir expérimenté moi-même, de voir à quel point avoir ne serait-ce quelqu'un avec qui discuter, qui te met face à tous tes blocages, tes contradictions, parce qu'à quel point, quand on dit quelque chose, des fois, on se voit pas, on le dit, on est complètement à côté de la plaque. Je trouve que de toute façon, pouvoir prendre du recul et dézoomer sur une situation, ça ne peut pas être négatif. Et au contraire, la plupart des sportifs, tu connais bien le domaine, mais des politiques ou des chanteurs ou des artistes se font coacher. Parce qu'à un moment donné,
on peut foncer tête baissée et si tout va bien, bah, tant mieux. Mais quand on a des problématiques, bah, en fait, se faire entourer, moi, ça me paraît être la base. Après, est-ce que c'est un coach, un thérapeute, tu vas trouver avec qui tu veux travailler. Mais tu vois ce que je veux dire là-dessus? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si tu as quelque chose à répondre d'ailleurs ou pas. Non, je vois ce que tu veux dire et je comprends ce que tu veux dire. J'évoquais tout à l'heure le côté spirituel. Est-ce que tu te considères spirituel quelque part? Je déteste me mettre dans des cases et Ouais. me mettre dans des cases, tu vois. Et donc, oui, je pense que j'ai une forme de spiritualité. Après, ça dépend ce qu'on met derrière. Je suis spirituel. Et du coup, ce serait quoi pour toi? Est-ce que j'ai une forme de spiritualité même? Je suis même pas sûr de ce que je dis. En tout cas, je vois que j'ai un regard sur la vie qui peut être différent de beaucoup de personnes. Ouais. Voilà. Et sur lequel en fait, je ne crois pas et j'arrive pas à me relier à des perspectives qui expliquent les choses uniquement à travers des modèles biologiques ou des modèles évolutionnaires ou des modèles qui voient l'humain comme une machine avec des inputs et des outputs et un humain qu'on peut juste conditionner pour l'amener à un endroit donné. Et tu vois, quand je parle de conditionnement, c'est pas d'un point de vue négatif, tu vois, c'est est-ce que tu peux vraiment te conditionner pour arriver à aller où tu as décidé avec ta tête que tu allais aller. Moi, je crois pas à ça. Je crois qu'il y a quelque chose de moins contrôlable. Il y a une vie qui circule à l'intérieur de nous, qui anime chacun de nos battements de cœur et qui fait que la vie continue et qu'on ne peut pas la contrôler et la modeler exactement comme on veut. T'es croyant? Enfin, croyant, c'est très large la question en soi. Tu crois en ce que tu veux justement, mais est-ce qu'il y a une croyance? Ouais, moi je crois qu'il y a. Moi je crois en un ordre parfait et une conservation de l'équilibre constant dans l'univers. Ok. T'as déjà expérimenté des je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête, du chamanisme ou ce genre de choses? En chamanisme, ayahuasca ou ce genre de cérémonie? J'ai fait des cérémonies Padaya. C'est quoi? Et j'ai... pas d'ayahuasca. Hein. Ah, Padaya. Oui, je l'ai vu en un seul mot. Non, j'ai fait des trucs du type 5-MeO-DMT, des machins comme ça, qui sont des substances qui se rapprochent. D'ailleurs, la 5-MeO-DMT, je crois que c'est une substance qui fait partie de l'ayahuasca, mais que tu peux extraire et juste avoir accès à la substance. Donc ouais, j'ai fait 2-3 tests comme ça. Ça t'a parlé comme expérience? Chacune est différente, tu vois. Donc je peux pas te les donner au pluriel. Il faudrait que je les détaille chacune. Je dirais que certaines m'ont fait toucher des espaces d'amour infini, tu vois. Et une fois la substance passée, pas de grand changement, tu vois. Enfin, pas de changement dans ma vie. Donc, comme si t'allais au cinéma, tu voyais le film, ok, le film est incroyable, mais derrière tu reviens dans ta vie, il s'est pas passé grand chose. Donc, voilà, j'étais curieux, on va dire. J'étais curieux. Et j'avais sûrement besoin d'en faire l'expérience pour nourrir cette curiosité et passer à autre chose. Mais c'est pas un truc qui a changé ma vie, quoi. Ouais, ok. Ça fait combien de temps que t'as fait ton changement là du coup de cap? 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ça dépend quand le. Ouais. Ah ouais, déjà quand même. Ouais. Ah oui, tu vois, je l'avais pas vu aussi. Enfin, je pensais que c'était beaucoup plus récent. 1 an et demi, ouais, je dirais. Aujourd'hui. Attends, non, je te dis une bêtise. Ça dépend. En fait, ça dépend à qui je communique, tu vois. Parce que aux équipes, aux clients, ils te diraient 2 ans. À l'audience, ils te diraient, aux gens qui ne sont pas clients, qui me suivent un peu plus loin peut-être, ils te diraient 6 mois, tu vois. Donc 6 mois, 1 an. Donc ça dépend. Et les gens qui me connaissent de manière proche te diraient 4 ans. Oui, voire même peut-être toute une vie quelque part où tu as toujours eu ça au fond de toi, en tout cas. C'est quoi tes aspirations actuellement? De réussir à me créer une vie dans laquelle chaque jour je me dis je me suis senti vivant aujourd'hui. Oui,
Ce qui revient finalement à, je trouve, quelque chose de très simple mais très important. Ouais. De voir en fait à quel point on est heureux au quotidien. Ce qui est déjà beaucoup. Ouais. Simple mais efficace. T'es heureux en amour ? En amour ? Ouais. C'est difficile de répondre aujourd'hui parce que j'ai eu 2 semaines, on va dire, qui étaient assez tendues, de conflits, de tout ça. Je te dirais qu'en général, oui. Et les 2 dernières semaines ont été assez tendues, conflictuelles. Donc aujourd'hui, je te dirais... Aujourd'hui, oui. Parce que, tu vois, ces conflits ont amené à quelque chose de nouveau, qui se renouvelle, en fait, dans le couple. Mais les 2 dernières semaines ont été challengeantes, confrontantes. Donc, ouais. Parce que toi qui justement est dans la compréhension de l'autre, qui du coup sait coacher, forcément vivre avec toi, c'est potentiellement être dans une forme de remise en question, de questionnement, de comment on peut trouver des solutions. Est-ce que c'est une qualité ou un défaut quelque part ? J'imagine que tu vas me dire ça dépend des situations. Ouais. Voilà. Non, j'essaie déjà. J'y arrive pas toujours, hein. Mais j'essaie de garder mon rôle de conjoint dans la relation et pas de coach, tu vois. Donc, et d'ailleurs, je vois qu'à chaque fois que je prends un rôle de coach, en fait, ça finit mal parce que ma compagne, ce qu'elle veut, c'est se sentir compris, se sentir écouté, pas être vu comme un problème à résoudre, tu vois. Donc j'essaie, j'y arrive pas toujours. Et voilà, après, est-ce que c'est un inconvénient ou un bénéfice ? Je pense que pour être avec moi, il ne faut pas être attaché trop à sa stabilité, quoi. Oui, faut, parce que là, ouais, tu me disais, tu vis à Genève, ouais, actuellement. Tu continues à voyager toujours ? Je voyage pas trop ces dernières années. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu le point de friction qu'on peut avoir dans le couple. Puisqu'elle est basée à Genève ? Ouais. Ouais, ok. Je rebondis sur ce que tu disais juste avant, sur le fait que tu essayes d'être conjoint avant tout. Parce que j'ai été aussi très intéressé par le milieu du coaching à un moment donné. Donc il y a vraiment beaucoup de petits points communs, en tout cas, que je vois dans la compréhension de l'autre, dans cette idée que par une conversation et des questions, on arrive à changer les perceptions et la façon que la personne a de penser. Et à un moment donné, en étant trop là-dedans, je me souviens qu'une fois, ma mère au restaurant m'avait dit arrête de faire ton psy. Et je pense que ça doit être très chiant, effectivement, quand on est trop à vouloir... à essayer de différencier ces moments où on est... à trop vouloir essayer comme si... Enfin, là, je parle pour moi. Hein, comme si à un moment donné, je voulais tout le temps essayer d'amener le top du top de la personne en face, et que si elle me parlait d'une problématique, il fallait absolument que je lui explique comment elle pouvait dépasser cette problématique. Et ça avait été le fait que ma mère m'ait dit je fais pas ton psy, je trouve que c'est très parlant pour moi. À un moment donné, reste à ta place. Ouais. Je suis avec ma maman au restaurant. Je suis pas avec un coaché. Exactement, ouais. Au final. Donc c'est peut-être aussi, toi aussi, quand tu dis ça, d'avoir le rôle de conjoint avant tout, et avec les engueulades, les problématiques, c'est ça. L'amour, et qu'à un moment donné, bon, tu vas pas prendre une feuille et bref. Franchement, ça a été un plaisir. Ah bah attends, parce que là on parle. Enfin, moi j'ai quand même une question à te poser. Ouais. C'est une question importante. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Je sais pas, j'ai plein de choses qui me viennent. Et grand, le référentiel, ouais. Bah grand c'est pour toi. Hein. Moi je dis toujours, c'est pas qu'est-ce qui est le plus grand aux yeux des autres. Hein. On est vraiment sur qu'est-ce que toi a peut-être été waouh, j'ai osé ça, et ça a été l'un de mes plus grands challenges. Je sais pas, j'en ai des dizaines qui viennent. Et j'en ai des dizaines, et je crois que j'ai pas envie d'en sélectionner un, ouais. Ok. Ouais. Bon, bah écoute. Ouais. En fait, je trouve que en sélectionner un, ça serait minimiser les autres, tu vois. Ouais. J'ai pas envie de faire ça parce que pour chaque version de moi, bah en fait, ce challenge représentait tellement que j'ai pas envie de minimiser ça pour cette version de moi. Ouais.
Je trouve que c'est très toi, quelque part, dans cette pluralité que tu décris depuis tout à l'heure. Et tu l'as dit plusieurs fois, je ne vais pas rentrer dans les cases, je ne peux pas répondre à cette question aussi franchement. Ça montre en tout cas des nuances. Toutes les nuances qu'on peut avoir et se réconcilier quelque part à ces nuances-là pour être moins fractionné dans « il faut que »,« je dois »,« je suis » et être bloqué dans ces trucs-là. C'est... ouais. T'as un mot de la fin, quelque part ? Quelque chose à... Non, merci, c'était cool. On peut te retrouver sur ton Instagram, Julien Musi, également sur YouTube, où du coup, il y a beaucoup de vidéos de développement, en tout cas, de développement personnel, mais très concret. Et t'as souvent aussi des... Un peu trop. Pourquoi ? À mon goût. Je suis pas fan de mes vidéos YouTube. Ah bon ? J'en ai certaines, moi, qui m'ont marqué. Alors. Tant mieux. Vraiment. De par les exemples aussi que tu donnes. Tu donnes souvent des exemples de ta vie. Ok, tant mieux, écoute. Moi, j'en suis pas toujours fan. En fait, dans le fond, j'aime pas mes contenus enregistrés, quels qu'ils soient. Pour une raison, c'est que chaque contenu que je donne reflète une vérité de l'instant, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime... là, tu vois, on a lancé un produit qui s'appelle les conférences vivantes. Il y en a une ce soir, si tu veux venir d'ailleurs. Tu seras invité. Les conférences vivantes, c'est 2h30, il n'y a pas de thème. Et il y a 20 personnes dans la salle. Et juste, on va prendre ce qui est là, ce soir, dans la salle. Et ce qui est présent pour chacun d'entre nous. Et ça, pour moi, c'est mes contenus préférés parce qu'ils sont vrais. Tu vois, c'est la vérité de l'instant. Et quand je te dis j'ai du mal avec les vidéos YouTube, c'est que pour des raisons de productivité, et sûrement qu'elles aident plein de monde, hein, tu vois, sûrement qu'elles aident des gens, il y a des gens qui les aiment, mais moi je les aime pas pour cette raison. C'est que pour des raisons de productivité, en fait, j'en produis 20 dans la même journée, et du coup il y en a aucune qui reflète la vérité de l'instant, tu vois. Voilà. Totalement. Parce que tout bouge. Et qui tu étais il y a 2 ans. Et puis tu vois, je l'ai réfléchi en mode ok, quel sujet va parler, et je l'ai réfléchi, quel sujet va être bon en SEO, toutes ces conneries là. Et du coup, en fait, je joue le jeu de l'algorithme plutôt que qu'est-ce que j'ai profondément envie de partager. Donc c'est pas ma plateforme préférée. Ok. Mais j'espère, je sais pas quand l'interview sortira, mais j'espère d'ici là avoir fait évoluer comment je publie sur YouTube. Ouais. En tout cas, il y a tous les liens pour te retrouver dans la description. Au moins, les gens pourront aller voir la plateforme la mieux. Et c'est vrai que dans tous les cas, le format podcast où je sais que tu fais souvent les fois où j'ai écouté tes podcasts, il y avait souvent quelque chose de très naturel. Quand des fois, tu prenais ton iPhone et tu parlais, et t'es très bon dans ce naturel non scripté. Ouais, exactement. Ça te va bien, je trouve. Ouais. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. T'as quelque chose dans le regard que je trouve subjugant. Je ne peux pas l'expliquer. T'es quelqu'un que je suivais depuis longtemps, donc moi je suis hyper ravi de t'avoir eu. Et de t'avoir en face, il y a quelque chose de particulier en tout cas qui s'est passé. Donc je voulais juste te le partager. Cool, merci. Je te dis à très bientôt. Yes. Salut Nico. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Un épisode, si t'es arrivé jusqu'au bout, c'est qu'il t'a plu, 1h30 d'interview, mais un épisode tellement passionnant à mon sens, qui en tout cas moi m'a permis de me remettre en question, de réfléchir à pas mal de choses. Et Julien est vraiment cette forme, ce caméléon qui a réussi à transformer sa vie. Et aujourd'hui, dans cette compréhension qu'il a de l'humain, je trouve qu'il apporte énormément de clés. En tout cas, j'espère que cette interview t'a plu. N'hésite pas à lui faire savoir en lui envoyant un petit DM sur Instagram. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, ça me fera extrêmement plaisir. Et tu peux bien sûr partager cette interview à qui aurait besoin peut-être de l'entendre. Ainsi que de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est la manière de me soutenir en ce début d'année 2024. C'est le cadeau que tu peux me faire parce que vraiment c'est grâce à vous et grâce à ces notes que ça fait évoluer le podcast et que je peux avoir des invités les plus inspirants les uns des autres. À très bientôt, salut!